moment. Et dans ce studio, nous avons un très beau public. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort pour la chorale Sainte-Marie-Madeleine de Yopougon, Gabriel Gare. Toujours avec nous, l'Union des femmes d'Andokwa, les Amazones. Et encore dans ce studio, les étudiants de l'UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Et n'oublions pas les plus fidèles des fidèles, le fan club Semidi. Et oui, merci à tous de votre présence dans cette émission. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous aurons des thèmes très très intéressants, d'ailleurs comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on parlera d'entrepreneuriat, on parlera de finances, enfin on parlera d'argent quoi. Ça vous intéresse? Alors restez en notre compagnie parce que c'est midi. C'est maintenant. Oui, c'est midi, c'est maintenant avec Aloussène Sidibé, Alissar Zena, Dr Philo et Boris Odilon. Et nous allons passer la parole à la dame. Honneur aux dames, n'est-ce pas public? Vous pouvez vous rasseoir. Alors, Alissar, en ce qui concerne hashtag Pekpato, qu'est-ce que vous nous réservez? Alors, beaucoup de surprises. C'est déjà les vacances. Hein. On commence à visiter les pays et tout ça. Et nous allons parler d'un touriste qui a vu ses vacances se transformer en un enfer. Nous allons aussi parler de ce phénomène de mode qui continue de prendre de l'ampleur dans notre société. La suite, ça sera pour tout à l'heure, donc ne bougez pas. Merci beaucoup. Aloussène Sidibé. Oui, très chère Caroline, aujourd'hui je vais super bien, je vais wauement bien et ça c'est. Et ça se voit, vous êtes très bien habillé. Merci, merci, ça c'est l'apparence que. Merci. D'accord. J'espère vraiment vous communiquer toute cette fraîcheur. On est foutu là. Apparemment on a chaud, hein. On va vous apparaître. Alors pour ma part, on fera petite incursion dans l'actu des émotions et des innovations de Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui se ferment les portes de la première édition de la Semaine africaine des sciences. Pour en savoir plus, restez là branchés, ne bougez pas. Merci beaucoup. Alors passons la parole à présent à Boris Odilon. Alors aujourd'hui, dans la chronique Haïti, nous parlerons d'une innovation technologique au niveau du Burkina Faso pour permettre à tout le monde d'identifier et de faire enregistrer les enfants dans les registres de l'état civil. Un jeune burkinabé a mis sur place un nouveau système qui est waouh. Je vais faire payer des taxes. Effectivement. Je vais vous faire payer des taxes. Hein. Je vais faire payer les droits. Non, c'est rien, c'est rien. Merci beaucoup, thème très intéressant aussi. Alors, docteur Philo. Oui, super bien, je vais bien. Il ne va pas payer des droits. Hein. Toi, je n'ai rien à payer. Alors, vous allez payer des droits. Vous allez payer des droits à la francophonie ou bien? Allez-y, demandez-moi. Je vais super bien et puis ce public chaleureux et généreux, surtout la couronne des Africains. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui est là. Andokwa, Gabriel Gare, c'est des voisins et puis l'ambiance est là. Franchement, je vous respecte. Hey! Pardon. Vous n'avez rien vu, hein? Mais, docteur Philo, il n'y a pas de honte. Avec ou sans chapeau, vous êtes naturellement beau. Non, au fait que les gens crient au Coco Taïla. Coco Taïla, c'est quoi? Pour qu'un enfant même soit intelligent, il faut faire Coco Taïla. La boule à zéro. Comme ça, papa la rentre. On a trop de soucis, je dis, pour avoir cheveux, si la tête, facture à payer et puis les cheveux, c'est trop. Elle est belle votre tête. C'est une fierté, voilà. Non. Elle brille votre tête. Yo, attends, il est caché un peu. Ma belle famille me regarde. Merci beaucoup, docteur Philo. Eh bien, nous allons recevoir aujourd'hui le témoignage d'un entrepreneur qui a une vision, et j'ai envie de dire un entrepreneur hors pair et même un entrepreneur atypique puisqu'il est parti de rien. Il nous dit comme ça que c'est à partir de 5 000 francs qu'il a réussi à bâtir son empire. Mythe ou réalité, on aura l'occasion de l'écouter et de savoir si véritablement ce qu'il nous raconte est vrai et pouvoir, pourquoi pas, nous inspirer de son expérience. Mais avant, voici donc le décryptage de Dr Philo en humour. C'est parti. Mauvais souvenir ça. Allez, bâtir un empire à partir de 5 000 francs. Bon, quelqu'un même qui bâtit un empire, qui gère un empire même, c'est un souverain, c'est un roi. Donc ça vous dit qu'il a tout
tout ce qui est comme arsenal financier ou tout ça là, voilà, l'empereur. Non, mais même nos empires, laissons même le côté financier, mais aujourd'hui, l'empire, ça c'est les empires contemporains et autres, mais nos empires à l'époque, c'est comme ça, ces empires ont été basés, je vais dire quoi, bâtis sur rien du tout. Je veux dire, je prends l'exemple typique de l'empire du Ghana qui a régné du 3e au 13e siècle, je suis informé, je vous en prie. On parlait même de, oui, c'est ça. On n'a pas dit le contraire. L'empire du Ghana, c'est ça, la capitale c'était Kumbi. Salé. Voilà, lui aussi l'informé. Et donc ces empires-là, il n'y avait rien du tout. C'est à partir des ressources naturelles, le sel, l'or et tout ça là que ces empires-là ont fait une ouverture sur l'Arabie et sur l'Europe. Donc moi je dis que c'est mes Français, c'est rien. Je n'ai pas envie de faire des jaloux, mais il faut dire la vérité, c'est la réalité. Et puis c'est-à-dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nos filles sont courageuses, surtout les filles du lac. Quand vous allez à Djamé, elles sont très courageuses. Elles partent de rien pour avoir de l'argent. Franchement, elles vont avec 500 francs au, comment on appelle le coin là, Kaolin. Elles vont très tôt, par exemple, matin, c'est moins cher. Avec 500 francs, elle va l'acheter l'Okmo. 500 francs, elle va casser. Elle va avoir 500 francs dessus. 500 francs de bénéfice. En 1000 jours, ça fait 500 000. Parmi tous ces exemples-là, c'est celui-là que vous avez eu. Oui, mais parce que, non, mais c'est le plus. Vous pouviez commencer par l'eau glacée, par exemple. Voilà. Auparavant, il y avait de l'eau en sachet. C'est vrai que c'est interdit aujourd'hui. Ça ne pouvait pas parler d'interdiction. Il y en a même qui vendent aussi des oranges. Et moi, j'admire vraiment leur patience. Ouais, c'est bon, elles s'en sortent avec ça. Mais malheureusement, leur agent là, c'est là, faut qu'il qui prenne ça dans le mariage. Donc, oui, ne me demandez pas. Voilà, elles font tout ça là, malheureusement, c'est là pour qu'elle était là. C'est l'argent de l'eau glacée là, l'argent de Kaoula là, elle donne là-bas. Ne me demande pas comment elles étaient maquillées, en tout cas le crayon, tout était tout. Mais ça vous dit qu'on peut partir de rien pour devenir quelque chose. Mais je veux dire, moi, je donne un exemple. Je veux dire que je suis agréablement surpris de savoir qu'à Abidjan, il y a des gens qui ont l'argent. Pas plus tard qu'il y a cela, 2 semaines, j'étais dans une agence immobilière. Une dame est venue là demander à l'agent immobilier. Elle lui dit, monsieur, je vous en prie, au bout d'une semaine, je vais avoir une villa de 700 millions de francs CFA. J'ai dit, quoi? Il y a des gens qui ont l'argent dans le pays là comme ça. Mais, mine de rien, quand je me suis approché de la dame, je lui ai demandé, elle dit, mon fils, mon argent que j'ai 700 000 villas, il va acheter. Tu sais avec combien j'ai commencé? J'ai commencé avec 10 000 francs CFA et aujourd'hui j'ai eu l'argent. Je peux faire ce que je veux avec cet argent-là. Donc c'est pour dire qu'on peut partir de rien. Même 5 000 même c'est trop. 200, 300, un peu. On peut avoir quelque chose. J'espère que vous ne lui avez pas demandé de l'argent. Non, je ne lui ai rien demandé. Même je ne l'ai. Non, mais je vous connais, Docteur Philo, je vous connais, je sais que ce n'est pas dans vos habitudes. Hein. Non, je ne lui ai rien demandé. Je ne lui ai rien demandé. On sent que c'est un gros mensonge. Il y a tellement d'exemples, même les femmes gourous là qu'il faut féliciter aussi, qui s'élèvent, même si elles ne payent pas impôt, mais quand même, déjà, elles... Oui, mais les femmes gourous, elles s'élèvent à 3h, elles viennent vendre d'ici 6h. Oui, qui va venir dans un ticket? Elle est déjà partie à la maison. Donc, elle s'enrichit. En tout cas, ce sont de véritables exemples de courage. Merci. À suivre. Merci infiniment, Docteur Philo, qu'on applaudit très fort. Peut-on entreprendre sans argent? Cette question a fait donc l'objet de notre micro-trottoir. Suivons donc ensemble. C'est vrai que les deux vont de pair, mais il faut retenir aussi qu'il est possible d'entreprendre sans argent. Tout dépend de la volonté qu'on y met, la passion, avec la confiance qu'on a de son projet, de ce qu'on veut faire, et le reste viendra. Cette question, il faut dire que non, hein, parce qu'entreprendre déjà même fait allusion à l'argent. Tu peux avoir des idées, tant que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas mettre en place. Donc selon moi, entreprendre, ça demande obligatoirement de l'argent. C'est le soutien d'une personne qui peut amener l'autre à entreprendre. Tu peux aller de zéro et devenir un héros comme l'a dit un artiste. Donc je crois qu'on peut entreprendre sans argent. Il est impossible même d'entreprendre sans argent. Parce que vraiment, pour pouvoir faire des déplacements ou bien même pour faire une activité, tu as besoin, en tout cas on a forcément besoin d'un fonds. Un fonds pour pouvoir commencer toute activité, quoi. Voilà, un capital au moins en place pour pouvoir entreprendre, quelle que soit l'activité que tu veux faire. Bon, je trouve que dans la vie, on ne peut pas entreprendre sans argent parce que tout part d'abord d'un fonds. Et on part d'un fonds financier pour pouvoir entreprendre. On peut avoir des pensées, on peut avoir l'intellectuel, mais si on n'a pas de fonds, il sera difficile de développer ce que nous avons. Sans argent, on ne peut rien faire. Oui, sans argent, même
même pour gérer ta cabine, pour te défendre, ou bien petit truc pour te défendre, s'il n'y a pas d'argent, tu ne peux rien faire, sérieusement. Mais je vois que entreprendre sans argent. Merci beaucoup pour votre contribution. Eh bien, j'espère que vous êtes devant votre télévision parce que ce raisonnement risque d'être aujourd'hui confondu par celui qui va maintenant faire son entrée sur notre plateau. Il est donc le président de la FAFED, la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Il est aussi professeur d'économie et de management avec une spécialisation dans les problématiques de la dette, du financement et de l'entrepreneuriat. J'ai nommé Samuel Maté. Eh oui, Samuel Maté est donc notre invité du jour. Je dirais plutôt docteur Samuel Maté, puisqu'il est titulaire d'un doctorat d'État américain en économie, un MBA, une maîtrise en économie monétaire et économétrie, c'est cela, ainsi qu'un diplôme de fin d'études en études comptables. Il est actuellement consultant international et enseigne en France, aux États-Unis et en Afrique. Il est aussi le président, donc fondateur de la FAFED. Comme je le disais à l'entame de son introduction, Samuel Maté, on est très très heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Bienvenue. Alors, nous n'allons pas tourner autour du pot. Le décor est déjà planté. On a tendu le micro à certains passants et ils sont unanimes. On ne peut pas entreprendre sans argent. Mais vous, dans le thème, vous nous dites « J'ai bâti mon empire à partir de 5 000 francs ». Expliquez-nous un peu comment tout cela a démarré. Merci Caroline et merci aux téléspectateurs. Monsieur en chapeau rouge. Docteur Philo. Bon, je pense qu'effectivement, je dirais même pas 5 000 francs, je dirais 0 francs, dans le sens que véritablement, il y a un blocage aujourd'hui des jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes, des jeunes Africains, sur la question d'entreprendre, parce qu'on se dit toujours qu'il me faut de l'argent pour entreprendre. Et ce que nous avons démontré par notre parcours et par ce que nous enseignons au niveau de la Fondation FAFED, c'est qu'on peut entreprendre à partir de 0 francs, c'est-à-dire sans avoir recours à une banque ou à un prêt. Et cela, je l'explique par ma propre expérience d'abord. Disons qu'il y a plusieurs années, j'étais dans une situation où je me suis retrouvé involontairement au chômage. Et j'étais au chômage et j'avais mon épouse qui était enceinte. Donc, vous êtes au chômage, vous avez une femme enceinte et l'argent finit progressivement. Et vous savez, quand vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas marié, vous pouvez faire le tour des parents pour demander de l'argent. Mais quand vous avez une femme enceinte, vous êtes marié, ça devient difficile d'aller tendre la main. Donc, je me retrouve un jour avec 5 000 francs en poche. Il ne me restait que ça. Et je ne savais pas quoi faire. Donc, j'étais dans une situation un peu désespérée. Et je regardais la télé. Et en ce temps, il y avait le ministre de l'Éducation qui est passé, qui disait que l'État voulait enseigner l'informatique dans les écoles primaires, mais l'État n'avait pas les moyens, n'est-ce pas, pour équiper les écoles en outils informatiques. Et juste après cet élément, il y a eu un monsieur qui était propriétaire d'un magasin de vente d'ordinateurs qui était passé et qui se plaignait qu'il n'arrivait pas... Toujours à la télévision. Toujours à la télévision, qui se plaignait, qui disait qu'il n'arrivait pas à vendre ses ordinateurs. Donc ça m'a fait tic. Je me suis dit, mais tiens, quelqu'un qui cherche à acheter des ordinateurs, même si c'est l'État, mais qui n'a pas l'argent, et quelqu'un qui a des ordinateurs qui n'arrive pas à le vendre. Mais pourquoi ils ne se parlent pas? Donc, à partir de là... Question très intelligente, c'est quand même. J'ai pris mes 5 000 francs, je suis parti faire des cartes de visite où j'ai mis informatique pour les enfants, PDG, Samuel Maté. Donc, je suis parti dans une école primaire où j'avais un ami... Si je comprends bien, l'entreprise n'existait pas. Non, elle n'existait pas. C'était une entreprise fictive. Bon, fictive, c'est trop dire, mais elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Ouais. Elle était dans la procédure d'exister. Donc... Ah, c'est bien dit. Donc, c'est ainsi que je suis parti et j'ai discuté avec le responsable de cette école et je lui ai dit, bon, écoutez, moi, je peux venir faire des cours d'informatique
à votre école, vous n'avez pas à payer d'ordinateur et tout, j'envoie les formateurs et en plus, je vous reverse de l'argent. Il me dit, mais attends Samuel, tu as gagné au loto, c'est une blague? Je dis non, je suis très sérieux. Donc, mais je dis, vous étiez informaticien à l'époque. Ouais. Donc, je dis, bon, écoutez, on va signer un contrat et vous me donnez l'exclusivité. Et c'est ce qu'on a fait. Et à l'issue de cela, je suis parti ensuite vers cette structure qui vend des ordinateurs. Et je leur ai dit, bon, écoutez, moi, vous n'arrivez pas à vendre vos ordinateurs, mais je peux vous les louer. Je loue les ordinateurs et je vous paye à la fin du mois 60 jours. C'est-à-dire, j'ai 90 jours pour payer. Il me dit, il n'y a pas de souci. Chaque mercredi, vous venez chercher les ordinateurs et vous me payez dans 90 jours. Ensuite, je suis parti dans une grande école qui forme des informaticiens qui est située au plateau. Et je dis, bon, écoutez, messieurs, vous avez des ingénieurs qui sortent, ils ne trouvent pas du travail. Moi, je peux les recruter, mais à 0 francs, sans rémunération. Ils vont faire un stage chez moi. Et je les emploie. Il me dit, il n'y a pas de souci. Donc, le mercredi, j'ai rassemblé ces informaticiens gratuitement. Je suis parti prendre les ordinateurs. J'ai rassemblé les enfants. Je leur ai pris 5 000, 5 000. Et le premier mois, je me fais 1 million. Je me dis, bah, tiens. Vraiment. De 5 000 francs, déjà, on se retrouve à 1 million. Donc, je me suis dit, mais tiens. Et ça m'a fait encore un deuxième tic. Je dis, mais tiens, on peut faire donc des choses sans aller dans une banque ou sans recourir et courir après des gens pour qu'ils vous donnent un financement. C'est à partir de là, donc, j'ai créé une dizaine d'entreprises à partir de ce principe. Et j'ai commencé alors à réfléchir sur ça. Et puis après, je suis parti aux États-Unis où j'ai fait un doctorat, où j'ai essayé d'étudier cela, ce concept. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur cette histoire, parce que ça paraît quand même facile. L'histoire est déjà fascinante, hein, telle que vous nous la racontez, de 5 000 francs en peu de temps, en un mois, vous vous retrouvez avec 1 million de francs et par la suite, vous créez une dizaine d'entreprises. Mais à quel moment on est sûr de pouvoir passer d'une entreprise à une autre, de pouvoir créer une entreprise, une autre ou d'autres entreprises? À quel moment? C'est une question très intéressante parce que, effectivement, quand généralement on a une entreprise, on peut avoir ce que nous appelons en économie les chocs externes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver qui font que vous avez une entreprise et que cette entreprise ne marche plus. Je prends un exemple très banal, par exemple une femme qui vend de la loco et puis le prix de la loco augmente et n'arrive plus à avoir de la loco, etc. De la banane augmente tout à fait et elle veut faire autre chose. Et actuellement, je coach une jeune dame et qui fait des gadgets pour entreprises et qui veut passer pour faire du vivrier à Yamoussoukro. Donc, généralement, la question se pose toujours, quand est-ce que je passe de l'entreprise X que j'ai pour faire d'autres activités? C'est tout à fait louable. Généralement, je me dis qu'il y a 3 éléments qu'il faut regarder pour faire ce passage. Le premier, c'est que vous avez déjà une maîtrise de la première entreprise, c'est très important. Il faut être sûr de pouvoir maîtriser la première entreprise. Parce qu'il ne faut pas passer d'entreprise en entreprise. Et ensuite, deuxièmement, souvent il faut connaître le secteur de la deuxième entreprise, si vous ne la connaissez pas encore. Par exemple, dans le cas de cette jeune dame, elle veut faire du vivrier. Donc là, elle va prendre du temps pour apprendre à travailler avec quelqu'un qui est dans le vivrier pour comprendre comment ça se passe, la chaîne d'approvisionnement, etc., les cycles. Et ensuite, la troisième chose qu'il faut voir, c'est comment déléguer. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que si vous avez une première activité, vous voulez avoir une deuxième activité, c'est vrai, il y a des gens qui ont cette capacité naturelle de pouvoir gérer plusieurs choses, mais ce n'est pas tout le monde. Et même si vous pouvez gérer plusieurs choses à la fois, arrivé un moment, il faut déléguer. Et c'est ça qui est le plus difficile en entrepreneuriat. Mais la plus grande difficulté est déléguer, certes, mais déléguer à qui? C'est ça le grand problème. Parce que généralement, ce que j'ai observé, ici, que ce soit en Côte d'Ivoire, au pays ou en Afrique, c'est qu'on a des réflexes pour déléguer. Donc, par exemple, quand j'ai un business, je me dis, bon, je vais prendre mon cousin, je vais prendre ma tante, je vais prendre ceci, etc. Et puis après, bon, ils vous font mettre la clé sous le paillasson et vous ne pouvez rien leur faire. Donc, véritablement, il y a un choix à faire. Vous êtes contre le fait qu'on travaille avec des personnes de notre famille ou de nos familles, même si elles en ont les capacités ou les compétences? Non, je ne suis pas contre cela. Je suis contre le fait
de les choisir même si elles n'ont pas les compétences ou si elles n'ont pas les valeurs. Donc, dans ce cas, si vous allez vers une deuxième activité, il faut apprendre à déléguer. Et c'est là que j'aimerais porter un message aux Ivoiriens pour dire que déléguer quand j'ai plusieurs activités, les gens vont vous doubler, les gens vont vous faire mal, mais c'est un peu comme le mariage. Vous vous mariez une fois, une deuxième fois, vous essayez encore. Donc, c'est pas l'idéal en tout cas. Oui, non, c'est pas l'idéal. Mais déléguer en business, vous allez vous faire doubler, mais cela ne doit pas arrêter le fait que vous devez déléguer. Donc le principe, généralement, il y a des principes de management qu'on applique, n'est-ce pas, quand on veut déléguer, quand on a plusieurs activités. Il y a des principes qu'on applique pour réduire les chances que les gens vous aident à mettre la clé sous le passe. Et les choses ne sont pas aussi faciles qu'on le croit. Vous êtes confronté, et vous, Samuel Maté, vous avez forcément été confronté à certains obstacles, à certaines difficultés. Et comment est-ce que vous êtes parvenu à y faire face? Bon, c'est clair qu'en termes d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de difficultés. Il m'est arrivé de tout perdre, de dormir dans la rue, bon, ça quand j'étais aux États-Unis, et d'être trahi. Est-ce que vous voyez? Donc, ou de me retrouver avec une entreprise, vous vous tournez le dos, quelqu'un à tout prix. Donc, on a toutes ces difficultés, mais véritablement, je pense que les deux grandes choses qui peuvent aider les jeunes Ivoiriens, les jeunes Ivoiriennes et les Africains à faire face aux difficultés, c'est la persévérance et le travail. Parce que quand je lis... Merci. Quand je lis l'histoire de grands hommes, de milliardaires comme Bill Gates, comme Steve Jobs, eux tous, sans exception, sont passés par des moments très difficiles où ils auraient dû abandonner. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, le fait de ne pas abandonner. Et surtout le travail. Le travail dans le sens que, véritablement, je dis toujours aux jeunes Ivoiriens, je dis, même s'il y a 1 million de personnes dans un secteur, dans une activité, vous pouvez faire votre place. Parce que quand vous allez faire de la qualité, quand vous allez faire des choses différemment, vous allez faire la différence. Il y avait McDonald's, Burger King est venu s'installer à côté de lui, KFC, etc., etc. Mais eux tous marchent parce qu'ils sont arrivés à se différencier. Donc ce sont ces deux choses véritablement que les Ivoiriens doivent garder à l'esprit quand ils veulent faire face aux difficultés, la persévérance et le travail. La persévérance et le travail, est-ce qu'au-delà de cela, il n'y a pas d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte? Parce que je me pose en même temps la question, est-ce que tout le monde est doté d'une âme d'entrepreneur? Peut-on entreprendre? Si oui, quelle est la démarche à suivre avant? Est-ce qu'il faut passer nécessairement par une formation ou être sûr d'en avoir les prédispositions? Bon, à cette question, c'est une question qui est abordée aussi philosophiquement parce qu'on se dit que il y a deux théories à ce niveau. Il y a des gens qui disent que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais il y a des gens qui disent aujourd'hui que même si vous êtes employé, c'est toujours bon d'avoir une activité à côté. N'est-ce pas? Quand, par exemple, moi, je vivais aux États-Unis, j'étais étudiant, je travaillais à un moment donné, mais la nuit, j'étais chauffeur de taxi, je travaillais dans un télécentre, ainsi de suite. De telle sorte que quand je perdais, parce qu'aux États-Unis, tu peux perdre ton emploi à tout moment, il n'y a pas de préavis. Donc, quand tu perds ton emploi ici, tu as toujours ton activité de chauffeur de taxi la nuit. Aujourd'hui, avec les Uber, tu as toujours ton activité de télécentre. C'est cet esprit que les Ivoiriens doivent acquérir. C'est-à-dire que, quelle que soit l'activité que tu vas faire, même si tu n'as pas l'âme d'un entrepreneur, tu peux avoir des choses que tu vendes, etc., qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore un système social en Côte d'Ivoire, comme par exemple en France où quand tu es au chômage, on te paie. Bon, l'État essaie de faire des choses dans ce domaine, mais le processus est encore en cours. Mais il faut véritablement cela. Parlez-nous un peu de votre vie aux États-Unis. Vous nous disiez à l'instant que vous faisiez plusieurs choses en même temps. Qu'est-ce qui vous permettait, je veux dire, de pouvoir être, j'ai pas envie de dire partout en même temps? En fait, le temps que j'ai passé aux États-Unis, ça a été une découverte pour moi d'un autre monde, de choses que je ne croyais pas qu'ils pouvaient exister, n'est-ce pas? Et que j'ai vu qu'ils existaient. Et la chose qui m'a vraiment frappé aux États-Unis, qui a changé toute ma mentalité, c'est le fait
de croire au rêve. C'est-à-dire que, contrairement... Pas le rêve américain seulement. Pas le rêve américain. C'est-à-dire que, ici, par exemple, au pays, quand tu vas aller exposer un projet à quelqu'un, la première chose qu'il va faire, c'est de te décourager. Ah non, est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as ceci? Alors qu'aux États-Unis, j'ai été frappé par le fait que, quelle que soit l'idée dont je parlais, les gens me disaient « fonce ». Même si l'idée paraît irréaliste, ils me disent « fonce ». Comment est-ce que tu peux le faire? C'est la première question qu'on me demande. Contrairement au pays où on me dit « ah non, mais tu ne peux pas, parce que est-ce que tu as l'argent, ça ne va pas marcher, etc. » Aux États-Unis, j'ai été frappé par cela, que quand je pose une idée, la première chose qu'on me demande, qu'on me dit, c'est « fonce », réfléchis à comment tu peux le faire. Et ça a été un bouleversement. Quand vous disiez que vous avez dit tantôt, aux États-Unis, vous avez, à un moment donné, vous avez tout perdu. Voilà. Et qui s'est même retrouvé à la rue. Oui, vous vous êtes retrouvé à la rue, tout ça. Mais quand Caroline vous a posé la question, vous avez dit non, dans ce cas-là, il faut persévérer. Comment persévérer là? Je vais savoir, comment est-ce que vous vous êtes remis de cette situation? Non, bon, il faut dire que j'étais dans un système... Celui qui va dire, quand vous dites, bon, j'ai tout perdu, bon, quand on perd tout, il faut persévérer. Donc le prophète va dire, bon, on va persévérer dans le fait de... Non, ça, je vais savoir, en fait. Non, mais il faut dire aussi que, quelque part, il y a la foi, quand je parle de foi, c'est-à-dire continuer de croire et tout, et la détermination. Et c'est un peu comme s'il y avait, c'est ce que je crois, c'est un peu comme s'il y avait une force qui, au-delà de la détermination, arrive au bon moment. Je vous explique. À un moment donné, donc, en fait, j'étais boursier quelque part et tout, je faisais mes études doctorales et je travaillais aussi. Donc, à la fois, j'ai perdu ma bourse et mon travail. Donc, et je me suis retrouvé aux États-Unis, vraiment, c'est le capitalisme pur. Vous ne payez pas votre loyer pendant 2 mois, on vous fait sortir et tout, etc. Vous vous retrouvez au dehors. Et en ce temps, je suis parti dans une église. Et j'étais parti dans une église pour me recueillir. Et c'est là que je rencontre quelqu'un et je lui raconte mon histoire. Lui aussi, il était allé se recueillir aussi. Non, mais c'était quelqu'un qui était riche. C'était quelqu'un qui était américain, un blanc, qui était riche, qui aussi a changé mon idée des Américains. Parce que j'étais arrivé avec l'idée que l'Américain, ils étaient racistes, surtout les blancs et tout, etc. Il a changé aussi mon idée et ma vision des choses. Donc, il est venu, il m'a posé des questions, il m'a dit, mais pourquoi tu ne pars pas et tout, etc. La cérémonie est finie, pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Donc j'ai dû expliquer après, malgré moi, pourquoi je ne suis pas rentré chez moi, parce que je n'avais pas de chez moi. Donc, c'est là, il m'a dit, viens, je t'accueille chez moi. Je pensais que c'était une blague, et j'arrive, je vous assure, il vivait dans un château. Et c'était un gars qui était très riche. Donc, au départ, je me suis dit, mais attends, pourquoi il fait ça? Et est-ce qu'il va un jour me mettre du formol, prendre mes organes et tout? Ça paraissait trop facile. Parce que je ne comprenais pas, parce que je ne lui apportais rien du tout. Je ne lui apportais rien. Mais il a fait, et puis un jour, finalement, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais pourquoi vous m'aidez? Il me dit, non. Tout ce que je te demande, c'est que va un jour et fais la même chose à d'autres personnes. Wow. Et ça m'a bouleversé et ça m'a transformé. Merci beaucoup. Samuel, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien, mais en même temps, il y a une question qui continue de me trotter à l'esprit, parce que vous avez dit que l'histoire s'est déroulée, je crois, en 1995, l'histoire des 5 000 francs. Alors, il y a quand même eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Est-ce que vous pensez que cela est d'actualité aujourd'hui? Mais je pense que cela est d'actualité dans le sens que cette expérience que j'ai eue, j'en ai écrit un livre. Ensuite, j'ai créé la fondation FAFED, qui aujourd'hui est une fondation, une des seules fondations qui a un partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire. L'année passée, on a formé 3500 Ivoiriens sur l'étendue du territoire. Cette année, on est en train de former avec l'Agence Emploi Jeunes près de 30 000 jeunes sur l'étendue du territoire. Je donne simplement 2 exemples. Le premier exemple, on a eu un jeune Ivoirien qui était venu suivre une de nos formations. Il avait un projet pour monter une unité industrielle pour faire du beurre de cacao et son projet coûtait 150 millions. Mais après notre formation, il a commencé avec 50 000 francs. Parce que ce qu'on lui a dit, c'est que tu n'as pas besoin d'aller acheter
dans un premier temps 10 unités de broyeurs de cacao, tu peux aller broyer ça en ville en attendant. Tu n'as pas besoin de faire 1000 pots le premier mois. Tu peux faire 10 pots avec lesquels il a commencé en allant broyer les fèves à l'extérieur. Et aujourd'hui, il fait 100 pots par mois. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Samuel Maté, nous sommes à la fin de l'entretien. Et je vous assure que ça a été un entretien très, très enrichissant. Pour nous qui sommes ici dans ce studio et aussi pour les téléspectateurs, j'en suis sûre, qui sont à la maison. Merci infiniment Samuel Maté d'être venu partager cette belle expérience avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et de management avec une spécialisation dans les problématiques de la dette, du financement et de l'entrepreneuriat, pour ne citer que ces choses. Merci beaucoup. Et voilà, c'est donc la fin de notre entretien avec Samuel Maté. Tout comme lui, vous êtes à la maison, vous avez une belle expérience à partager avec nous. N'hésitez pas à nous appeler au 22 01 00 00 pour qu'on puisse écouter aussi votre témoignage. Et bien, dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons un homme avec qui nous allons parler encore d'argent, de finances. Voilà, très intéressant. Restez donc avec nous, on se retrouve juste après la pub. Allô, ma soeur, on dit quoi? Tu as vu le dernier zongolé de Kim K? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je dois m'appeler ce soir. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit. Eh oui! Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi après avoir écouté un témoignage des plus édifiants. Eh bien, nous allons maintenant nous affairer, essayer de savoir un peu ce qui se passe ailleurs. Dans les faits divers et les faits insolites, parce que nous sommes aujourd'hui jeudi. On va donc retrouver Alissar Zena. Chers affairés, on va partir en Chine à retrouver une jeune fille, un touriste, et elle s'est évanouie après avoir entendu le prix d'un bracelet qu'elle avait cassé sans faire exprès. Voilà. Le bracelet coûte 25 millions. Voilà. C'est-à-dire, je pars en vacances en Chine, je vois un bracelet, oh, c'est super beau. Je l'essaie, il se casse. Yeah. Maman va dire non, quand mes pauvres bâtis. Et que quand je mon corps, ils vont bâtir, ça passe là par l'argent. Ah! Donc, les parents de la jeune dame ont essayé de demander pardon. Ils voulaient rembourser 6 millions, mais le propriétaire n'a pas accepté. Je précise qu'en Chine, le bracelet était en jade et c'est un accessoire de luxe en Chine. Le bracelet est censé apporter une meilleure santé, une longue vie. Donc, c'est vraiment précieux là-bas. Là, si ce qui doit te permettre d'avoir une longue vie se casse... Donc, moi, je ne sais pas trop comment cette histoire s'est terminée. Mais bon, le propriétaire du magasin a demandé à ce que le bracelet soit remboursé. Il ne voulait pas les 6 millions, donc il veut les 27 millions en intégralité. Elle est dans le problème. C'est les vacances, hein. Tous ceux qui partent en vacances, faites attention. Donc, il n'a pas pris les 6 millions, là? Non, il n'a pas accepté. L'argent, on ne refuse pas l'argent. Tu prends les 6 millions, puis tu négocies le reste, au fait. Ah, il n'a pas accepté. Donc... aux États-Unis, ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Et ici même en Côte d'Ivoire, la chirurgie esthétique. Il y a une dame qui a payé 50 millions pour se faire plus belle. Et malheureusement, ce n'était pas le résultat souhaité. Voilà. Bon, si je dois payer 50 millions pour ressembler à ça, c'est vrai. Elle n'aurait pas dû. C'est vrai. C'est vrai. Avec un mari très jaloux, on peut avoir ça. Vraiment. C'est quoi? C'est l'œuvre d'un boucher, d'un charcutier? Je comprends pas. Ah ben c'est de la chirurgie plastique. Donc il faut faire attention, il faut s'accepter. Bah, en plus, toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont uniques en plus. N'est-ce pas, Alissa? Merci beaucoup. Je vais demander à Alucène Sidibé de me rejoindre ici parce que nous allons à présent recevoir notre invité surprise. Je vous le disais à l'instant qu'on parlerait encore d'argent. Eh bien, lui, il est coordinateur programme d'éducation financière. Il est également initiateur du concours éducatif interlycée et collège, top projet scolaire du ministère de l'Éducation nationale. J'ai nommé Monsieur Yao Kouassi, que je vous demande de recevoir avec de vives ovations.
Merci beaucoup. Bonjour, installez-vous. Merci public. Alors, Monsieur Kwasi Yao, bienvenue sur notre plateau. Merci. Éducation financière, qu'est-ce que c'est? Alors, parler d'éducation financière consiste simplement à dire donner des compétences, donner la connaissance et la confiance nécessaire aux personnes pour une meilleure gestion donc, de leurs ressources financières, mais également pour une meilleure utilisation des produits et services financiers et bancaires. Alors, j'ai vu que vous travaillez aussi avec le ministère de l'Éducation nationale. Alors... Je suis enseignant de formation, je suis donc un agent du ministère de l'Éducation nationale. Et pour ce projet, top projet scolaire, je veux dire, est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'éducation financière fait partie aujourd'hui intégrante du système éducatif? Ça fait partie des innovations majeures qui sont donc apparues au niveau de l'éducation nationale, l'entrepreneuriat, l'éducation financière, de nouveaux concepts que Madame le ministre a bien voulu mettre donc, en route pour donner beaucoup plus de compétences aux Ivoiriens pour être capables effectivement de pouvoir s'insérer dans le tissu social et économique. De façon pratique, comment ça se passe et quel est le message que vous apportez, on va dire, aux élèves du primaire et aussi ceux qui sont dans les collèges, dans les lycées au collège? Alors, il faut dire que d'abord, le principe premier, c'est d'assainir, d'aider à assainir donc les relations avec les questions d'argent. Vous savez que nous avons tous, à chaque niveau, nous avons une relation conflictuelle. Vous savez que l'argent est une dynamique émotionnelle. Tout à fait. Et donc, il faut aider les personnes, effectivement, il faut les préparer à recevoir l'argent. Si vous ne préparez pas quelqu'un à recevoir l'argent que vous lui en donnez, vous lui faites plus de tort que de bien. Bon, alors, on va aller prendre un exemple. D'accord. Pour les enfants, on développe chez eux la culture de l'épargne. D'accord. Par de petits exercices. Déjà, apprendre à gérer l'eau. Ne serait-ce que dire à votre enfant, il faut couper l'eau lorsque vous finissez, pendant que vous brossez, ça permet d'économiser de l'eau. Lorsque l'enfant doit sortir de sa chambre, il faut qu'il apprenne à éteindre, je veux dire, arrêter l'électricité. Ça, c'est déjà de la gestion. Okay. Est-ce que déjà ça, ce sont des signes qui peuvent nous permettre d'identifier, on va dire, le caractère en ce qui concerne les rapports argent avec l'enfant? De façon naturelle, tout enfant est dépensier. Tout enfant est dépensier. La preuve, donner-lui une pièce, son premier réflexe, c'est de courir. Acheter des bonbons. Tout à fait. Mais à partir de quel âge un enfant doit-il bénéficier de l'éducation financière? Déjà, même depuis la maternelle. Comment expliquez-nous? Maternelle, on lui donne combien chaque matin? Tout ça, c'est que ça va. Ah, voilà. Vous faites bien de signaler ça. Vous voyez qu'en fait, il a l'habitude de donner à son enfant chaque matin de l'argent pour aller à l'école. Parce que moi, mon enfant, c'est pour un an, il donne. Il gère ça. Alors, si c'est le cas, je lui dirais qu'il est en train de développer chez son enfant la culture des dépenses. Ok. Il faut de plus en plus aller vers la culture, je veux dire, de l'argent de poche, qui permet une certaine responsabilisation de l'enfant, qui développe en lui donc, des compétences, des connaissances par rapport à l'épargne. Il va déjà apprendre à mettre un peu d'argent de côté. Parce que retenez que dans la vie, celui qui ne sait pas gérer 1000 francs ne saura pas gérer 10 000 francs. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Et vous l'avez dit. Très belle conclusion. Et puis, félicitations aussi pour ce prix que vous avez reçu. C'était à quelle occasion, vous nous l'avez dit? Alors, il faut dire que le ministère de l'Éducation nationale a honoré la Côte d'Ivoire par 2 fois. L'année dernière, c'était aux Awards de l'inclusion financière à Stockholm, en Suède. Nous avions été nominés. Et cette année encore, nous avons été nominés à l'occasion des Awards organisés par le G20 et Challenge Youth Finance International, c'était à Berlin. Et nous avons été donc classés top au niveau africain. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Monsieur Yao Kwasi, et merci pour tout ce que vous faites. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de e-Civil. e-Civil qui est une application qui a été développée au Burkina Faso par M. Adama Savadogo, qui est un ingénieur dans le domaine de l'informatique. Il se trouve qu'en Afrique, il y a moins de 50% de la population qui est enregistrée dans les registres de l'état civil. C'est-à-dire que les gens naissent et on ne va même pas les déclarer à la mairie, à la préfecture. C'est surtout, vous savez qu'on a beaucoup de populations dans les zones rurales, dans les villages et autres. Et souvent, ces lieux-là, ces mairies sous-préfectures sont très éloignés. Alors, Adama Savadogo, de visite dans son village maternel,
a décidé d'ouvrir une école. Et il a constaté que les enfants qui venaient s'inscrire n'avaient pas d'extrait de date de naissance. Il a réfléchi pendant 3 ans et il a développé e-civil. Le principe, c'est quoi? Dès la maternité, toutes les sages-femmes ont un bracelet qui est équipé d'un code QR. J'ai parlé une fois ici de code QR. Voilà. Et le code QR permet comme ça, dès la naissance de l'enfant, à la sage-femme de prendre le bébé, lui mettre le bracelet, elle scanne le code. Automatiquement, elle reçoit dans son smartphone une fiche qu'elle renseigne. Puisque les parents sont là, la mère est là, peut-être le père. On met les noms, prénoms des parents, le nom de l'enfant, l'heure, la date de naissance et tout. Et elle envoie ces données-là sous forme de SMS crypté directement à un serveur général qui reçoit l'information sous type de SMS, mais qui en même temps imprime l'acte de naissance de l'enfant. C'est génial. Voilà, c'est automatique. Pas besoin de se déplacer. Mais ça, la technologie a vraiment évolué. Pas besoin de se déplacer. Non, mais ça, il y a une inquiétude, ça c'est sur place. Moi, je connais il y a certaines traditions où le nom de l'enfant, c'est 40 jours après. Oui. Ok, tout ça c'est pour combattre ces traditions-là. Pas pour combattre, mais pour nous permettre d'avancer plus rapidement. Parce qu'on ne va pas attendre 40 jours avant de donner un nom à quelqu'un. Et vous savez aussi qu'il y a des enfants qui ne sont pas déclarés à la mairie quand ils naissent. Et c'est très compliqué. Ça crée des problèmes, la patrie et autres. Quand ils doivent aller à l'école, c'est trop difficile. Voilà. Je pense que ça va résoudre ce problème. Ça va résoudre ce problème. Et avec ce bracelet-là, parce qu'on n'a pas directement l'extrait date de naissance à l'hôpital, le parent maintenant, il prend ce bracelet et il se rend quand il veut à la mairie, récupérer le papier. Mais il faut dire une chose, il faut dire que le bracelet, il est unique. Et il va servir toute la vie de l'enfant. Parce qu'il pourra, avec ce bracelet-là, se faire délivrer d'autres extraits, d'autres actes administratifs. Voilà. Et le bracelet donne longue vie à l'enfant aussi, quoi. Ce n'est pas le bracelet d'Alissa. Il n'a pas besoin de le porter, hein. Non, on n'a pas besoin de le porter. Une fois que c'est fini à la maternité, les parents le récupèrent. Alors, si et je puis comprends bon, bien, au début, la mère le garde et ensuite l'enfant peut... C'est comme vous voulez. Dans tous les cas, ne le perdez pas parce que c'est avec lui que vous allez pouvoir récupérer votre extrait de naissance. Et le système est en train d'être développé pour être implémenté dans les autres pays de l'Afrique. Voilà. Il est développé où déjà? Au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, on a un projet qui est similaire qui s'appelle Moniba, qui a été développé par Jean Delmas et oui. Et une prochaine fois, on va en parler. Merci infiniment. Merci beaucoup, Boris. Et tout de suite, retrouvons notre Alou. Alou Sidibé. Rapidement après le jingle où j'y vais en même temps. Qu'est-ce que vous préférez? Je vais résumer. Qu'est-ce que vous préférez? Je résume et je vais relancer la semaine prochaine. On va aller pour le jingle. Je résume et semaine prochaine. Mais bon, avant de commencer, sachez que Alou Sidibé, nous avons tellement suggéré le temps que vous avez le temps pour votre chronique. Ok. D'accord. On peut y aller? Ok. Donc aujourd'hui se referment, comme je le disais à l'entame de cette émission, les portes de la première édition de la Semaine africaine scientifique. Donc la Semaine africaine des sciences qui visait les jeunes étudiants, les jeunes entrepreneurs pour leur donner, je dis, leur donner cet amour-là des sciences. Parce que généralement les jeunes, ils commencent les études en sciences mais ne les poursuivent pas. Oui. Parce qu'après ils se disent que c'est trop compliqué, c'est par rapport à l'ardiesse de ces études qu'ils arrêtent et peut-être aussi à cause des moyens. Alors que l'NEF, donc c'est le Next Instant Forum, si tu veux, Next Instant Forum, a organisé une sorte de concours dans lequel il permet à tous ces jeunes entrepreneurs, tous ces jeunes étudiants de pouvoir poursuivre les études et avoir des débouchés qui permettront, je dis, à créer des innovations, des inventions et aussi à aller au bout d'une recherche qui va aider à améliorer le quotidien des populations. Et donc cette semaine se referme aujourd'hui, mais elle a eu lieu sur 3 jours sur lesquels on a pu assister à des ateliers de formation en code informatique, en robotique et en électronique, mais aussi des panels au cours desquels on a pu assister à des discussions sur la place de la femme dans la science et aussi dans la technologie, parce que c'est vraiment important parce que généralement dans ce secteur-là, les femmes sont assez lésées. Série A façon. Assez lésées. Assez lésées. Et donc,
on va se revoir pour l'année prochaine parce que cette semaine prend fin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du côté du plateau, pour ne pas faire de pub, si je ne vais pas donner l'endroit exact, mais c'est du côté du plateau. Cette semaine des sciences là va prendre fin aujourd'hui et sera relancée pour la semaine prochaine. Une autre information très importante du côté des... Prenez votre temps. Ah oui. Oui, des inventeurs innovateurs de Côte d'Ivoire, de la FEDENSI. On organise des préparatifs pour Bruxelles Innova, plutôt Abidjan Innova, parce qu'on a des inventeurs qui ont raflé des prix en Belgique, à Bruxelles, et on veut remettre le couvercle ici en Côte d'Ivoire. Donc Abidjan Innova, c'est pour bientôt. Nos inventeurs aussi se préparent, j'aimerais qu'on les applaudisse pour les Jeux de la francophonie. Parce qu'ils se préparent pour présenter leurs dispositifs, leurs produits, pour présenter le fruit de leur génie au cours des 8e Jeux de la francophonie. Ça sera bientôt, j'y serai, je vous ramènerai des images. Nous sommes à jour J-22. Oui, jour J-22. Nous, de notre côté, du côté des inventeurs, on est déjà prêts, on est à fond. Ah, vous êtes un inventeur. La voix des inventeurs. L'honoré. J'avais pas l'information. Ramenez pas cette histoire d'honoré. Non, mais c'est normal, c'est normal. Oui, à force de parler, vous en faites la promotion, voilà, donc c'est normal. Voilà, donc je me prends pour un inventeur. Mais qui sait, un de ces jours, je vais ça, c'est clair, venir il faut y penser, ma propre invention. N'est-ce pas? Un de ces jours. Donc, on va boucler la boucle avec Sylvain, notre inventeur, notre petit génie qui a confectionné le pot, la tasse pour conserver le liquide précieux de l'EVA, le latex, qui a été sanctionné d'un prix récemment. Félicitations, mon cher ami, félicitations, mon champion. Merci de faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc, j'en ai fini, je vais dire à tous ces jeunes qui nous suivent, inventez, innovez, améliorez votre quotidien. Merci beaucoup à Hussein Sidibé. Et moi, j'aimerais bien terminer ici avec ces dames qui sont bien habillées. Je vais vous demander de vous lever, tout le monde. Alors, j'ai tellement adoré, je vous admirais de loin parce que ça me rappelait un peu la façon dont les mémés s'habillaient, tout ça. Et voilà, vous êtes donc des Amazones, n'est-ce pas? Eh bien, je voudrais qu'on puisse applaudir encore très très fort pour ces Amazones, l'Union des femmes d'Andokoa. Écoutez. Eh oui. Et je le disais pendant la chronique d'Hussein Sidibé, nous sommes à jour J-22 des Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie qui sont donc au service de l'émergence des jeunes talents artistiques francophones. En tout cas, soyez à l'écoute. La RTI sera là pour retransmettre de façon visuelle et de façon audio aussi toutes ces informations relatives à la francophonie, au 8e Jeu de la francophonie. Avec nous aussi dans ce studio, nous avons la chorale Sainte-Marie-Madeleine de Yopougon, Gabriel Gare. Et voilà, ils ont aussi contribué à mettre de l'ambiance dans ce studio. Je les ai nommés les étudiants de l'UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Merci à toute l'équipe de ce midi. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé en amont pour que cette émission ait lieu. Merci à toute la régie. Merci infiniment à vous téléspectateurs qui prenez de votre temps pour nous suivre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour la finale. Émission à ne pas rater. Au revoir.